Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons installer Sparky Linux en fait, qui est une distribution Linux basée sur Debian. Donc après, donc déjà je vais vous montrer le site officiel. Donc c'est celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, en fait Sparky Linux est en fait affilié au site ArchiveOS, en fait, où pouvez récupérer d'anciennes distributions Linux ou des vieilles d'anciennes distributions BSD, DOS, Solaris, donc c'est souvent des distributions Illumos et Apple. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de systèmes. Bon, après, pour les très très vieux systèmes, c'est pas forcément le site le plus complet, mais bon, voilà, c'est intéressant. Il y a quand même pas mal de trucs pour les gens nostalgiques des OS d'antan. Et d'ailleurs, il y a même des archives sur les jeux, archives sur les applications, sur les jeux. Enfin bon, il y a pas mal de trucs. Donc, pour en revenir à Sparky Linux, donc nous allons aller dans la zone, comme vous pouvez le voir, il y a un forum, un wiki, donc la team, et puis après vous avez tous les liens sociaux affiliés, enfin tous les liens sociaux de Sparky Linux. Donc nous allons aller dans la zone download. Voilà. Et donc, en fait, vous avez deux branches de Sparky Linux. Une basée sur la version stable de Debian, donc qui est Debian 13, et une autre, en fait, qui est basée donc sur Debian Testing et donc qui est une semi-rolling release. Donc, pour notre part, nous allons choisir la branche stable, donc basée sur Debian Trixie. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs environnements de bureau proposés au téléchargement. Donc LXQt, Mate, XFCE, KDE, donc Minimal GUI, AMD 64. Et il faut savoir également qu'il y a en fait des variantes de Sparky Linux pour le jeu, enfin c'est comme des spin-offs en fait, sous, par exemple sous Fedora, pour le jeu, pour d'autres choses, je sais plus exactement, je regarde dans la... Euh, Enfin, je sais qu'il existe des variantes, mais déjà pour le jeu, ça c'est sûr, une variante qui s'appelle Game Over. Et après les autres, je ne sais plus exactement, mais voilà. Enfin, je vous laisserai regarder plus en détail la page de Sparky Linux et vous en apprendrez davantage. Donc pour notre part, ben, on va télécharger donc la première image LXQt. Donc on va installer Sparky Linux avec l'environnement de bureau LXQt, donc qui est basé sur le gestionnaire de fenêtres OpenBox. Euh, donc pour ce faire, vous cliquez donc sur l'image et là ça vous rend donc accept, ça vous renvoie sur source Forge, donc une forge de logiciel. Donc moi l'image est déjà téléchargée, donc je n'ai rien à faire. Donc on peut quitter ce site et nous allons passer par Vertem Manager pour virtualiser Sparky Linux avec KVM. Donc nous créons une nouvelle machine virtuelle. Alors, donc, parcourir en local. Donc là, on sélectionne le fichier ISO. Donc, pour créer un CD ou un live USB. On a dit Sparky Linux. Donc, c'est là. Hop. Et donc là, il n'y a pas d'OS détecté. Donc, cette version est basée sur Debian 13. Donc, voilà. Suivant.
on va mettre 4 Go de mémoire vive, bien que 2 Go suffirait amplement, je pense, pour cet environnement de bureau. Mais bon, pour la tranquillité, on met 4 Go et ça ne coûte rien. Donc là, comme d'habitude, on utilise notre propre disque dur virtuel, donc qui est celui-ci. Donc suivant, on donne un nom à la machine virtuelle. Donc LXQt Sparky Linux machin. Donc comme d'habitude, on personnalise pour voir si tout est bon. Donc on peut commencer l'installation. Donc, alors, là c'est en anglais. Plus de langage. Donc, ouais, on a français. Donc, on va agrandir la VM. Alors, donc là, on arrive donc sur l'écran. Donc là, vous avez un message de bienvenue. Donc vous avez les liens. Donc home page, ça doit être la page ça doit renvoyer sur la page donc de Sparky Linux. Donc là, ça renvoie sur le forum, le wiki. Donc Git repo, c'est pour le code source. Donate, donc c'est pour c'est pour les donations. App Center, ça doit être la Logitech de Sparky Linux, après pour avoir des informations. Et ensuite, vous avez tous les liens en fait de réseaux sociaux affiliés à Sparky Linux, plus des flux RSS. Donc, nous allons passer par la partie installation. Voilà, donc exécuter. Alors donc, comme vous pouvez le voir, l'installateur est Calamares. Donc c'est souvent le cas sur les lives USB en fait. Donc on clique sur suivant. Donc le time zone est bon. Donc suivant. Pour le clavier, c'est bon. Donc, effacer le disque, ouais. Donc, alors, aucun swap. On va mettre swap dans un fichier. Donc, on va remplir le nom de l'utilisateur. Hop. On va donner un nom à notre machine virtuelle. Pam, j'ai mis et puis SLX64. Voilà. Pour SL pour Sparky Linux. Et on va donner un mot de passe. Voilà. Alors là, donc démarrer la session sans demander de mot de passe, non, on décoche. Je préfère mettre qu'on nous demande le mot de passe. Parce que s'il y a plusieurs utilisateurs, là c'est pas le cas, c'est sur une machine virtuelle, mais bon, s'il y a plusieurs utilisateurs, c'est mieux de faire ça. Alors, utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur, ça voudrait dire que tout serait géré par sudo, je pense. Donc, je vais décocher cette option et je vais entrer, ouais, c'est ça, et je vais rentrer un mot de passe pour le compte route. Je suis à l'ancienne, donc j'aime bien avoir
mon compte route d'activer. Alors donc l'installation se lance, donc on va mettre la vidéo en pause. Alors l'installation c'est terminé, donc nous allons pouvoir redémarrer le système. Alors je sais pas si ça bloque là ou quoi. Je sais pas pourquoi ça met autant de temps. Alors on va forcer la réinitialisation. Et on va voir si tout a bien été installé. Et ouais, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi ça a bloqué. Euh, Mais bon, voilà les petits aléas des vidéos. Alors donc, il faut entrer l'utilisateur suivi de son mot de passe. Alors, donc tout d'abord, on va changer cette résolution. Donc on a l'écran d'accueil, donc je vous ai déjà expliqué en quoi il consistait. Donc on va fermer cet écran d'accueil, donc qui est relativement complet. Je pense que ça doit être dans préférences, donc du coup euh, plutôt dans paramètres de LXQt. Voilà, écran tout en bas. Et on va mettre 1920 donc par 1080. Ah oui, enregistrer, appliquer. Je pense qu'appliquer, ça doit être pour juste pour la session, mais on va mettre enregistrer. Alors donc, oui. Voilà, donc c'est bon. Alors comme vous pouvez le voir, donc vous avez un menu classique avec toutes les catégories de vos applications. Donc là, vous avez les bureaux virtuels. Euh, Ça, c'est l'outil de mise à jour en fait de Sparky Linux. Ça, c'est le presse-papier Clipper. Ça, c'est pour la gestion du réseau, donc qui se fait avec Network Manager normalement. Ouais, voilà, NM-Tray, interface graphique simple basée sur Qt pour Network Manager. Voilà. Ouais, d'ailleurs, en parlant de Qt, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en fait, à la base, le premier environnement de bureau vraiment complet, en fait, qui a été disponible pour Linux, a été KDE.
Mais en fait, à la base, Qt, la bibliothèque Qt n'était pas open source. Donc du coup, c'est ce qui a motivé des personnes de la communauté open source à créer l'environnement de bureau GNOME qui lui était basé sur la bibliothèque GTK. Et c'est à partir, il me semble, de Qt en version 2.2, un truc comme ça, que Qt est devenu en fait open source, donc avec une licence GPL. Enfin voilà pour la petite histoire. Donc alors vous avez comme donc le gestionnaire réseau, ça c'est pour éjecter des périphériques, par exemple si vous branchez un périphérique USB, et là c'est pour configurer le son. Donc si vous faites un clic gauche, vous avez simplement la hausse ou la baisse du volume, voilà. Et si vous faites un clic droit, bah forcément vous pouvez donc configurer le volume. Ça n'a rien à voir, c'est pour le tableau de bord, mais configurer le volume. Là, c'est réglé sur Pulse Audio, mixeur externe pas vu contrôle. Donc c'est très complet. Et là, donc, c'est notre calendrier, en gros, voilà, avec l'heure système. Et pareil, on doit pouvoir configurer l'heure universelle, par exemple, afficher les secondes. Voilà, personnellement, j'aime bien qu'il y ait les secondes d'afficher. Et là, c'est par exemple le dernier. On va lancer un terminal, tiens, un Qt terminal. Alors Qt terminal, bah, c'est en fait l'équivalent un peu de Alix terminal, mais pour des environnements basés sur la bibliothèque Qt. Alors, mais comme vous allez pouvoir le voir, alors je vais me loguer en route. Voilà. Alors, on double-clique. Comme vous allez pouvoir le voir avec ce terminal, en fait, vous avez la possibilité d'avoir un terminal déroulant. Vous voyez, en fait, c'est comme Gwek pour Windows ou Yagwek pour KDE Plasma. Voilà, donc du coup, on va faire pareil. On va ouvrir plusieurs onglets. Et hop. Donc voilà, ça s'affiche avec la commande F12, comme la plupart des terminals déroulants. Donc ce dernier bouton, en fait, bah, c'est tout simplement, je pense, enfin il me semble, pour masquer, en fait, aller directement sur le bureau. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, vous recliquez dessus, vous avez votre fenêtre sans problème. Donc par défaut, il y a 4 bureaux virtuels. Donc on va aller sur le deuxième pour y voir plus clair. Donc on va aller voir un peu ce qui se trouve dans le menu de cette Sparky Linux 8. Donc avec son nom de code The Seven Sister. Donc je vous le rappelle, basé sur Debian 13. Alors, donc, là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez verrouiller l'écran. Voilà, hein, vous verrouillez l'écran et après, faut rentrer le mot de passe pour pouvoir entrer dans votre ordinateur. Donc, dans quitter, vous avez donc arrêté le système, le déconnecter, donc c'est-à-dire pour changer d'utilisateur, l'hibernation, mettre en veille, quitter ou redémarrer. Donc à propos de LXQt, on a la version de LXQt, les auteurs, des remerciements, enfin bon voilà, tout un tas de trucs. Donc voilà, au moins ça vous permet de connaître la version de LXQt. D'ailleurs, en parlant de version, on va regarder, normalement la version du noyau doit être 6.12. Donc c'est effectivement le cas. Une MA et on va regarder donc LSB
release. Ah, bam, je me suis trompé dans la commande. Ah, ouais, décidément. Release A. Et donc, ouais, codename Seven Sisters, ils ont choisi leur codename, mais je pense que. euh, Voilà, vous voyez, c'est Trixie. Quand vous allez dans 4TC des bien versions, c'est bien Trixie d'afficher. Donc voilà. Euh, donc on revient sur notre second bureau et on va continuer notre petit tour. Alors on va commencer par le dessus, donc la catégorie accessoires. Donc alors Desktop Locker, bah, c'est comme l'application verrouiller l'écran, hein, j'en suis quasiment sûr. On va essayer, mais ouais, voilà, il faut ça verrouille l'écran. Ah, attendez. Alors, voilà. Donc, FazerPad, c'est un éditeur de texte en fait qui est propre à LXQt. En fait, LXQt, c'est la version en fait de LX, c'est comme un peu LXDE mais avec la bibliothèque Qt. Donc vous avez le gestionnaire de fichiers donc qui est PC Man FM donc en version Qt. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est ici. Alors comme on peut le voir, il n'y a pas les signets d'activer. Donc si vous voulez le faire, en fait, vous double-cliquez sur Document, Ajouter au signet, Bisty, donc Image, Ajouter au signet, Musique, ajouter au signet. Comme vous pouvez le voir, petit à petit, bah, vous avez les signets. Donc tant qu'à faire, hein, on va finir ça. Et le dernier, vidéo. Donc, ajouter au signet. Donc voilà, c'est pas un Sparky Linux ne vous tient pas non plus la main, hein. Vous avez quand même quelques petits trucs à faire, mais c'est pas plus mal. Moi, ça me dérange absolument pas. J'aime bien mettre un peu les mains dans le cambouis. C'est d'ailleurs pour ça que ma distribution par défaut est Debian, parce que voilà, ça permet de configurer vraiment son système soi-même et c'est très bien. Donc, bah, PC Man FM est relativement complet, hein. Il est similaire par exemple au gestionnaire de fichiers Tunard. Enfin, vous voyez, comme vous pouvez le voir là maintenant. Non, c'est pas là. Dans Signet, ouais, vous avez tous les signets, les liens vers, par exemple, si vous allez dans téléchargement, forcément, il n'y a rien là, mais voilà. Et à propos, normalement, ouais, c'est en version 2.10. Donc voilà pour le gestionnaire de fichiers. Donc c'est là où vous pourrez avoir accès à toutes vos vidéos, images, enfin, etc. Euh, donc, alors, on en était à accessoires. Donc, ce noix, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va regarder. Donc, déjà, c'est en anglais. Alors, après, est-ce qu'on peut franciser cette application? Hein, apparemment,
Non. Mais bon, c'est pas très très grave. Alors, AI, bah, c'est pour l'intelligence artificielle, visiblement. Ah ouais, vous avez des liens sur tous les... par exemple, si vous avez un compte ChatGPT, vous cliquez là, ouais, d'accord, se connecter, Gemini. Ah, c'est plutôt pas mal ça, comme c'est une bonne idée. Et donc dans Dev, donc c'est ce qui concerne dans tout ce qui concerne le développement. Donc si vous avez un compte GitHub, Ginfest, bah ils ont également un programme d'intelligence artificielle, enfin qui se base sur des intelligences artificielles existantes. D'ailleurs, on peut choisir sa propre IA. Donc dans Community, donc vous avez X, donc Twitter, Discord, Hacker News, Design, Figma, Dribble, email, donc ça c'est pour ajouter certainement ouais, compte Gmail ou compte Outlook. Et vidéo, donc c'est pour YouTube. Pour par exemple, ouais, avant d'accéder à YouTube, par exemple, ajouter votre chaîne YouTube. Donc c'est plutôt pas mal comme programme. Bon, ce n'est pas francisé, mais bon après, il n'y a pas forcément la nécessité. Ce serait mieux que ça soit francisé, mais donc Clipper, ça sert à rien de cliquer dessus. Je pense que ça ne fera rien, étant donné que le presse-papier est ici. Raspberry Pi Imager, alors c'est très pratique par exemple pour flasher des cartes, des cartes micro SD pour le Raspberry Pi. Voilà, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir votre modèle de Raspberry Pi, mais vous pouvez également, tout comme Balena Etcher ou Rufus ou enfin tous ces logiciels en fait faire l'équivalent de la commande DD en fait en mode graphique donc c'est-à-dire flasher par exemple n'importe quel OS sur une clé USB. Voilà. Après, il suffit de mettre, je pense, de ne pas choisir de modèle, voilà, no filtering, choisir l'OS et choisir le média de stockage. Et vous flashez votre clé USB. Donc, accessoires. Donc, ça, c'est pas mal que je trouve que ça soit installé par défaut. Dans Image, alors ça, donc visiblement, c'est pour formater et créer un live USB. USB image, on va voir à quoi ça ressemble. Donc ouais, là c'est pour vous formater votre clé USB. Là vous créez le live Linux USB. Et là c'est pour créer un live USB avec persistance, donc sous Sparky Linux. Donc c'est pas mal non plus. Alors, donc Zarchiver, c'est le gestionnaire d'archives propre à l'XDE et à l'Xqt, qui est l'équivalent de FileRoller, de FileRoller, comment Arc sous KDE Plasma. XFBurn, c'est le programme que vous retrouvez sous XFCE pour la gravure de CD, DVD. Donc Note, je ne connais pas, mais ça doit être un logiciel de prise de notes. Donc on va regarder. Ouais, c'est bien ça. Donc apparemment, ce n'est pas en français non plus. Et ouais, non, il n'y a pas de paquet pour le franciser. Après, peut-être dans Settings. Non, apparemment, non. Mais après, il y a peut-être un truc général pour franciser les applications non francisées. Mais
c'est un petit défaut de cette distribution, mais bon. Alors QCalculator, c'est la calculatrice, voilà, hein, par défaut. Donc voilà, c'est très simple, hein. Donc accès universel, bah donc ça c'est un clavier virtuel en fait, OneBoard, donc c'est pour le handicap en général. Donc dans bureautique, vous retrouvez la suite LibreOffice et QPDF View, donc c'est un lecteur de PDF en fait, au même titre qu'Evin, c'est que pour GNOME et que Ocular pour KDE Plasma. Donc on va voir si la suite Office est francisée. Non, elle ne l'est pas. Donc on va taper. Et là, normalement, la suite devrait être francisée. Ouais, c'est étonnant. Ah bah non, oui, c'est pas terminé. C'est normal, c'est tout à fait normal. Là, par contre, maintenant, ça devrait être francisé. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est francisé, pas de souci. Donc ça, c'est le même genre de petit problème que vous pouvez retrouver sous Debian sur ce genre d'application, mais bon, c'est pas un drame, hein. Enfin, pour moi, ça c'est pas le genre de choses qui me rebute par rapport à une distribution, hein. Voilà. Je sais que ça peut rebuter des personnes qui utilisent des distributions préconfigurées comme Ubuntu ou Linux Mint, mais moi non, ça me pose pas de problème personnellement. Alors ImageMagick, c'est un programme qui peut s'utiliser en ligne de commande et également dans une fenêtre qui est très très complet pour convertir des images, afficher des images. Donc LX Image Qt, c'est le programme en fait pour visionner les images comme A of GNOME ou A of Mate ou la visionneuse de KDE Plasma. Donc c'est le logiciel qui ouvrira vos images dans le gestionnaire de fichiers PC Man FM. Donc LibreOffice Draw, c'est pour le dessin vectoriel. Scanlight, c'est l'équivalent de Simple Scan. Donc l'outil de numération, de numérisation sous GNOME. Donc vous le retrouvez également sous KDE. Donc voilà, c'est un programme en Qt, donc en C++. Éditeur d'image GIMP, donc ouais, c'est bien qu'il soit là par défaut. Alors, est-il francisé? Eh ben ouais, bizarrement, il est francisé. Euh, voilà, donc pas de problème à ce niveau-là. C'est un peu bizarre qu'ils aient francisé GIMP alors qu'ils n'aient pas francisé LibreOffice. Donc Firefox ESR, bah, c'est voilà, la version ESR de Debian. Donc comme vous pouvez le voir, ça se rapproche. Par contre, ouais, Firefox, apparemment, il n'est pas francisé. Je sais plus si c'est... Non, c'est pas ça. Firefox. Ah oui, non, oui, il faut que je tape ESR. Et voilà, donc là, on aura notre Firefox en français. Normalement.
Et oui, pas de problème. Tout est en français. Donc ça vous affiche la page de Sparky Linux par défaut. Donc c'est très bien tout ça. Donc ok. Donc comme d'habitude pour les extensions, pour les problèmes de publicité, uBlock Origin, qui ne fonctionne plus sous Chromium d'ailleurs, mais qui est toujours aussi efficace sous Firefox pour tout ce qui est publicité sur YouTube et le reste. Enfin, c'est un. Tiens, d'ailleurs, on va taper G. Et rien que sur le moteur de recherche, en fait, de Google, vous pouvez voir le nombre. Et encore, ça peut monter encore très haut. Le nombre d'éléments que QBlock Origin bloque. Euh, donc voilà. Euh, donc on en était à Internet. Donc conversation, c'est un client IRC. En fait, tout comme XChat ou encore WeChat en ligne de commande. Thunderbird, donc c'est le client de messagerie. Euh, alors, Persepolis Download Manager, Persepolis Download Manager, je ne connais pas. Ça m'étonnerait pas que ça soit un programme qui se base sur le logiciel ARIA 2. En fait, ça m'étonnerait pas que ça soit l'équivalent d'UGET, du gestionnaire de téléchargement UGET. Je vais vérifier s'il y a ARIA 2 déjà. Non. Ouais. Et euh, comment ça s'appelle le programme? Percé. Non, apparemment, il n'y a pas. Mais il y a Aria 2 quand même. Donc ça doit, je pense, quand même prendre en charge Aria 2. Mais ça doit pas être bah, ça, c'est pour télécharger des vidéos YouTube. Euh, Mais je pense que ça doit être un truc de téléchargement qui doit pouvoir télécharger des magnettes, des download link, ouais. Après, ouais, vous pouvez régler le proxy. Bon, par contre, ça reste en anglais. Trouver des vidéos, ouais, ça doit être pour YouTube. Euh, je suis désolé, ce programme m'interpelle un peu. J'aimerais bien savoir euh, préférences, download option. Ah bah tiens, d'ailleurs, on peut le régler en français, apparemment ici. Donc là, au prochain démarrage, il devrait être en français. Donc je ne sais plus où il était. Voilà. Non, bah non, ça l'a pas mis en français. Mais bon, ouais, je pense que c'est un gestionnaire de téléchargement assez complet, au même titre que Kaget. On va pas passer des heures là-dessus. Donc Pidgin, en fait, c'est donc un logiciel de messagerie instantanée qui est très complet, donc qui permet
entre autres de discuter sur Messenger pour Facebook, via la discussion instantanée de Gmail, comme Meet, enfin tout un tas de protocoles, Skype, enfin c'est relativement complet. Et d'ailleurs, pour les gens qui ne le savent pas, en fait, il y a un programme en ligne de commande, en fait, qui utilise libpurple comme Pidgin, en fait, qui s'appelle Finch, Finch. Euh, et donc après, sous KDE, on a Copet, qui est l'équivalent Kopete. Et donc, alors ça, bah, c'est pour les flux RSS Atom. Donc, c'est comme Aggregator ou Liferea sous GNOME. Et ça doit être pour régler un VPN. Donc, dans Outils Système, alors on a à propos de Sparky Linux, donc on va voir, on a peut-être des infos. Donc, alors, version de l'OS, nom de code 7 Sister. Donc, on a la date et l'heure, le processeur. Donc, l'hôte, c'est le nom d'hôte que j'ai choisi. Donc, le temps de fonctionnement. Donc, ça fait 28 minutes que l'on est ensemble. Donc, vous avez la RAM, gestionnaire de fenêtres OpenBox, localisation, donc en UTF-8 en langue française. Donc utilisateur BISTI, ID 1000, donc voilà, l'ID c'est l'identifiant de l'utilisateur. Et là vous avez tous les groupes auxquels est affilié l'utilisateur. Et après, communauté, ça doit aller directement sur les liens en fait avec Firefox par exemple du wiki, je sais pas, on va regarder, mais ouais, voilà, effectivement, wiki, Sparky Linux, enfin ouais, voilà. Ok, d'accord. Donc c'est pas mal ça. Donc apt uscenter, app center, ça j'avais déjà vu. Apparemment c'est la Logitech en fait, enfin qui est même un peu plus, je crois, qu'une Logitech de Sparky Linux. Donc, on va aller y faire un tour. Donc, il faut rentrer votre mot de passe utilisateur. Et là, je sais pas, par exemple, dans son et vidéo, il y a déjà pas mal de trucs, mais on pourrait installer multimédia, pop, 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 vidéo player. Bah tiens, SM Player, je sais pas s'il a installé. Non, visiblement. Bah, vidéo player, SM Player. Alors donc, installation. Alors, est-ce que ça installe ou... Ah non, ça c'est le gestionnaire de téléchargement qui s'est mis en lien. Alors je sais pas pourquoi ça s'est pas installé. Bah, j'ai pas l'impression que ça se soit installé. On va regarder dans... Non, bah on va essayer autre chose, c'est bizarre. Euh, Audio player.
Ah, ça c'est bien, ça affiche le terminal, donc du coup ça peut nous laisser, ça peut garder une trace. Pour moi qui utilise tout le temps le terminal pour installer des applications, je trouve ça plutôt pas mal. Ok, donc bon bah alors quitter. Donc alors là on doit avoir le programme d'Audacious d'installer cette fois-ci. Euh, Bah non, c'est bizarre. Parce que j'avais pas pressé sur entrée. Donc là, quitter. Et non, il est toujours pas installé. Bah, c'est étrange ça. On va essayer ça pour voir, mais ah bah si, bah là ça a SM Player, du coup ça a tout installé. En fait tout avait été installé, je sais pas pourquoi ça l'a pas affiché sur le moment, mais ouais, un peu étrange. Enfin bon, donc du coup, bah il y a des trucs pas mal là-dessus. Alors refresh, pactage liste, donc c'est pour faire une mise à jour du cache, je pense. Donc comme on peut le voir, c'est pas francisé non plus, hein. Full system upgrade, donc c'est pour mettre enfin faire une mise à niveau du système complète, je pense. Fix broken package, c'est pour les paquets cassés, pour réparer en fait, je pense, des conflits de paquets. Donc auto-remove, c'est pour supprimer les librairies qui ne sont plus nécessaires ou les paquets qui ne sont plus nécessaires. Donc clean, ça doit être comme l'équivalent de la commande apt auto-clean. Edit main repository, donc c'est pour éditer le source list, etc apt source list. Edit custom repository, donc je pense que c'est dans source list.d. Et installe langage pactage, je sais pas, on va cliquer dessus. Peut-être que c'est la solution, mais ça nécessiterait certainement un reboot du système. Donc là, vous avez le terminal. C'est possible que ça installe d'autres logiciels. Alors sinon, on en était où? Donc Gparted, donc c'est l'outil pour créer des partitions en fait sous Linux, ou formater un disque dur tout simplement. Donc l'installateur de paquets GDB, en fait, ça permet d'installer des paquets Debian isolés tout en gérant les dépendances. Euh, donc mise à jour du système, bah, c'est pour faire les mises à jour. Donc terminal, on a déjà vu. Donc système info, on va voir ce que c'est. Ouais, bah apparemment c'est le même genre de programme que Hard Info, Memory, ouais, PCI. Donc là, ouais, ça affiche tous les trucs PCI, module. Ah ouais, ça c'est bien. Bah oui, c'est comme Hard Info, ouais. Module, donc sensor, c'est pour vérifier la température, mais le module ne doit pas être chargé. Et puis là, c'est pour les disques. Voilà, donc ok.
Donc oui, c'est l'équivalent d'Ardinfo, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce programme. Système, donc scheduler, donc c'est le planificateur, donc ça doit être pour planifier en fait des mises à jour ou mises à niveau. Ouais, voilà, ouais. Donc avec en arrière-plan le programme Cron, je pense, ou via système D. Donc on excite. Voilà. Et Timeshift, alors c'est un programme de sauvegarde donc qui est très complet pour faire des instantanés du système et revenir en fait faire une restauration du système en cas de système cassé. Donc c'est un programme très très complet. C'est le même genre de programme de sauvegarde que vous retrouvez sur les Mac. Donc welcome, ça doit être la fenêtre de bienvenue, je pense. Ouais, voilà. Euh, Pop, pop, pop. Donc NM trait, bah, c'est pour Network Manager trait, donc c'est le front-end donc qu'on retrouve ici. Voilà. Donc QPS. Ah tiens, ouais, c'est un programme en fait à la manière de Top, enfin plutôt HTOP même d'ailleurs, pour gérer les processus de manière graphique. Euh, c'est pas courant d'avoir un programme comme celui-là, c'est old school, mais pourquoi pas. Et après, vous pouvez affiner vos réglages, je sais pas, dans préférence, ouais, enfin bon. Ouais, c'est pas idiot. C'est du old school, mais en même temps, il y a plein d'outils assez modernes. Je trouve cette distribution assez séduisante. Après, elle n'est pas, je dirais qu'elle n'est pas forcément, c'est pas forcément une distribution que je mettrai entre les mains de personnes qui ne sont pas averties sous Linux, mais sinon, donc navigateur d'icônes, programmation, je ne sais pas ce que c'est non plus. Ah, d'accord, ça touche. Ok. Alors, donc son et vidéo. Donc par défaut, donc ça c'est pas vue contrôle. Voilà, interface graphique CUT pour contrôler le volume pulse audio. Donc c'est pas vue contrôle. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est relativement complet. Donc pour la lecture, l'enregistrement, périphérique de sortie. Donc c'est pour le son qui sort de votre ordinateur. Périphérique d'entrée, c'est pour le micro. Et configuration, après vous pouvez régler voilà, la configuration que vous voulez, que vous souhaitez. Donc voilà, donc Jug c'était pas installé par défaut, mais bon donc on s'en fout un peu. Puis on avait déjà vu ce programme dans une précédente vidéo. Donc par contre VLC est installé par défaut et comme vous le savez c'est vraiment le lecteur multimédia ultime sous Linux et même sous Windows d'ailleurs tout système confondu. Donc MPV, il est pas mal non plus. Franchement, il est à la hauteur de VLC. Bah, d'ailleurs, il y a SM Player que j'ai installé qui est bah, tout aussi complet que VLC. Peut-être un peu moins, mais franchement, c'est du touche à touche, hein. C'est du touche-touche, hein. Et d'ailleurs, maintenant, SM Player n'utilise pas forcément MPlayer comme logiciel en interne, il utilise maintenant bien souvent MPV. Et après, comme vous pouvez le voir, SM Player, vous pouvez ajouter par exemple un lecteur pour les vidéos à YouTube. Bon, c'était pas installé par défaut, hein, mais euh, vous pouvez normalement, voilà, dans vidéo, je sais plus où c'est exactement.
Ouais, vous pouvez faire des captures d'écran comme sous TV, radio, vous voyez, vous avez tout un tas de trucs, hein. Euh, Franchement, c'est voilà, MPlayer, MPV, donc là, ça doit être MPV qui gère au choix, vous pouvez utiliser MPV ou euh, et normalement, il y a un programme directement pour lire les vidéos YouTube, mais je ne sais pas où il se trouve. Je pensais que ça allait être dans vidéo. Après, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais bon. Enfin bref, ce n'est pas très important, mais c'est étonnant que ça ne soit pas affiché ici. Après, il faut peut-être installer un programme supplémentaire. Mais bon, bref, de toute façon, c'était pas installé par défaut, donc on va pas s'attarder là-dessus. Radio Station, bah, c'est pour les radios en ligne. Donc Strawberry, en fait, comme vous allez pouvoir le voir, c'est bah, en gros un fork de Clémentine, parce qu'apparemment, en fait, Clémentine, Strawberry, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. En fait, ça ressemble, bah, c'est exactement la même apparence que Clémentine. Et Clémentine, moi, je sais que c'est un programme que j'utilise régulièrement parce que franchement, je le préfère largement à Rhythmbox. Pour moi, il est plus fluide, plus logique, et vous pouvez voilà, rajouter des radios périphériques, par exemple brancher un disque dur avec plein de musique, liste de lecture intelligente. Enfin, vous avez tout un tas et vous avez des greffons aussi. Vous pouvez ajouter des greffons. Enfin bon, c'est vraiment un lecteur très très complet. Et en fait, Strawberry, bah, c'est un fork de Clémentine. Donc j'espère qu'il est aussi performant que Clémentine. Car Clémentine, c'est vraiment un excellent lecteur audio pour organiser sa musique et lire des musiques audio. Faire du podcasting également et voilà. Donc son et vidéo, donc Webcamoid, et ben en fait c'est un peu pareil que le programme Cheese sous Windows. Voilà, c'est pour faire des vidéos ou des selfies de soi avec sa webcam. Donc XFburn, on en a déjà parlé, c'est pour la gravure et c'est un logiciel que vous retrouvez sous l'environnement de bureau XFCE. Donc Voco Screen NG, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, Voco Screen NG. Attends, on va cliquer dessus. Ça doit être un logiciel de type OBS pour faire et vous pouvez apparemment vous prendre en webcam. Ça doit être un logiciel de type OBS Studio pour faire par exemple des vidéos YouTube ou je suis quasiment sûr que c'est ça. Après, il faudrait regarder sur internet, mais euh, et donc NG, ça veut dire New Generation, ça veut dire qu'il y avait déjà un Voco Screen. Mais on va, je sais pas, on va regarder sur internet rapidement. Et je pense que c'est un logiciel qui sert à ça. Alors, ouais, voilà, Screencast, VocoScreen pour Windows ou Linux. Donc, ouais, VocoScreen NG, il est soit l'écran complet.
Avec VocoScreen, il est possible d'enregistrer soit l'écran complet, soit une zone choisie, soit une fenêtre sous Linux. Ouais, donc voilà, ouais, c'est le même type de logiciel que OBS Studio ou d'autres logiciels de screencasting. Donc voilà, avis aux youtubeurs ou donc voilà, vous savez que vous avez un autre logiciel pour créer vos vidéos. Donc dans préférences, alors on a donc configuration d'alternative, donc ça doit être l'équivalent du programme en ligne de commande update alternative config et par exemple vous pouvez configurer qu'est-ce qu'on pourrait configurer là il n'y a pas de par exemple l'éditeur par défaut. Donc là, si vous voulez, c'est nano par défaut. Si vous voulez sélectionner basique, c'est 2. Mais donc en fait, je pense que le programme que je vous ai montré, en fait, permet de faire ça en mode graphique. Donc si c'est le cas, c'est plutôt une bonne chose. Euh, et voilà, oui, c'est bien ça en fait. Comme Eggs, en fait, c'est l'éditeur en ligne par ligne de VI. Donc NC, c'est Netcat, le programme Netcat. Donc voilà, vous pouvez choisir le programme par défaut pour VI par exemple. Donc là c'est sur VIM basique, mais si on rajoute par exemple NVI, on peut choisir par exemple NVI pour le simple VI et pour VIM rester sur le VIM basique. Comme ça permet d'avoir deux éditeurs du même type, un léger et un peu plus moderne et avec plus de fonctionnalités qui est VIM. Donc ouais, ça c'est une bonne alternative d'avoir créé un programme comme celui-ci. Donc configuration de l'impression, hein, bah, c'est pour ajouter des imprimantes. Donc configuration du pare-feu, je suis quasiment sûr que c'est GUFW, étant donné qu'on est sur une base Debian. On va quand même vérifier, mais... Et puis de toute façon, il y a l'icône de GUFW. Ouais, voilà, UFW, donc c'est l'interface graphique du FW, GUFW. Euh, donc voilà, comme là c'est désactivé, hein, mais bon, ça sert à rien de l'activer. Ici, donc espace de travail, c'est pour configurer le nombre de bureaux virtuels. Gestionnaire de fenêtres, bah c'est ouais, gestionnaire de fenêtres Openbox, ça doit être opconf, donc en version Qt. Donc c'est pour vraiment pour gérer le gestionnaire de fenêtres, apparence. Donc le gestionnaire de fenêtres, hein, c'est vraiment ce qui permet de gérer toutes les fenêtres. D'ailleurs, vous pouvez vous faire votre propre environnement de bureau à partir d'un gestionnaire de fenêtres, hein. D'ailleurs, à une époque, je m'amusais à faire ça. Bah, avec OpenBox, Fluxbox, enfin il y en a plein. Après, Awesome pour les Tiling Managers. Enfin voilà, OpConf, c'est quasiment sûr que c'est OpConf. Qt. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ok. Donc, outils. Non, on était à préférence.
Donc sinon, donc alors le gestionnaire de paquets synaptique, alors c'est un gestionnaire très très complet en fait, qui permet vraiment de tout configurer, que ça soit les dépôts, enfin c'est vraiment un petit couteau suisse pour tout ce qui concerne les paquets logiciels Debian. D'ailleurs, en logiciel équivalent en ligne de commande, on a Aptitude. D'ailleurs, qui a été le gestionnaire de paquets par défaut sous Debian pendant une ou deux versions de Debian. Donc paramètre de OneBoard, c'est pour le paramétrer le clavier virtuel. Donc paramètre de Q6, c'est pour paramétrer le paramétrage de la bibliothèque Qt6. Là, c'est pour le gestionnaire de session LightDM, c'est donc pour le paramétrer. Et Xode, donc peaufinage des fenêtres, donc c'est pour ajuster leur, ouais, je sais pas, c'est peut-être un programme en ligne de commande, si ça s'affiche pas. Euh, Parce que j'ai remarqué qu'ils mettaient des programmes qui n'étaient pas forcément. Donc, Yacht Setting. Yacht Setting. C'est. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ouais, apparemment, c'est pour régler le terminal. Ouais. Donc on va retourner dans préférences et là après vous avez tous les paramètres donc liés à LXQt. Donc apparence c'est pour l'apparence, association de fichiers c'est pour par exemple associer un JPEG à tel ou tel programme, par exemple soit à GIMP ou à votre visionneuse d'image. Par défaut, c'est votre visionneuse d'image donc qui est LX image. Donc ça c'est pour paramétrer le bureau, donc clavier et souris pour le clavier et souris, date et heure, donc que vous pouvez configurer également dans la zone de notification. Donc gestion de l'énergie, c'est pour voilà, la batterie, donc pour un ordinateur portable, si vous fermez le portable, comme vous pouvez le voir, tout est désactivé par défaut et c'est pas plus mal. Donc bouton d'alimentation, alors action de l'alimentation arrêtée, suspendre, de la touche suspendre, hiberner, d'accord. Euh, donc ça c'est pour le paramètre des notifications. La luminosité, donc pour régler l'éclairage en fait de votre écran. Paramétreur de session LXQt, c'est pour paramétrer sa session LXQt. Donc on va quand même cliquer dessus. Ouais, voilà, répertoire utilisateur, vous pouvez régler tous les d'accord. Hop. Donc alors les touches de raccourci, c'est pour régler des raccourcis personnalisés, hein, comme la touche par exemple CTRL T pour ouvrir un terminal directement. Euh, donc région, ça doit être pour paramétrer sa région. Donc écran, on a déjà vu, c'est pour la résolution. Utilisateur et groupe, c'est pour ajouter un utilisateur et des groupes à un utilisateur en particulier de manière graphique.
Donc région, ça doit être pour mettre sa localisation. Ah ouais, c'est pour les locales, apparemment. Donc voilà. Euh, Bah là, cette fois-ci, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On va regarder dans donc, le centre de configuration qui réunit normalement tous les paramétrages du coup de LX8. Ah ouais, et pas seulement de LX8, les paramétrages aussi système. Ça, c'est bien. Configuration de l'impression, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pour gérer l'imprimante. Configurateur des alternatives, on a déjà vu. Donc, gestionnaire de fenêtres, on a déjà vu. Gestionnaire de paquets synaptiques aussi. Euh, donc le contrôle du pare-feu, bah, c'est pour contrôler GUFW. Ça, c'est pour contrôler pas vu contrôle. Gestionnaire de fenêtres OpenBox, pareil, on a déjà vu, c'est opconf. Donc le paramètre downboard, bah, c'est pour le clavier virtuel. Donc yacht setting. Et voilà, donc paramètres de Q6. Donc il me semble que cette fois-ci, nous avons fait le tour. Donc, alors, on va bah, quitter. Donc c'est pour quitter, c'est pour éteindre. Ah non, quitter, non non, quitter c'est encore autre chose. Donc on va arrêter le système. Clac. Et voilà. Bon bah écoutez. Je trouve cette distribution plutôt intéressante. Après, voilà, c'est pas forcément une distribution que je recommanderais aux gens qui ne sont pas trop aguerris sous Linux, mais je la trouve plutôt séduisante sur certains aspects. Après, par contre, le fait que pas mal d'applications ne soient pas francisées ou francisables, à la limite qu'elles ne soient pas francisées, c'est pas très grave, mais pas francisables, ça c'est un peu plus problématique. Mais bon, après, à voir. Après, en même temps, j'ai pas vraiment recherché dans les entrailles de Sparky Linux. Mais globalement, je garde un avis plutôt positif sur cette dérivée de Debian. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et vous dis à très bientôt. Au revoir.